Salut à tous. Aujourd'hui, je voudrais faire une vidéo de réponse à une spectatrice qui a eu la gentillesse de mettre un commentaire sous ma vidéo concernant Hogwarts Legacy et J.K. Rowling. Et je le fais en vidéo, déjà pour la remercier de ce commentaire-là, et ensuite parce que je pense que ce commentaire peut être pris en exemple. Il est argumenté, il est respectueux, et il permet de discuter de sujets très sensibles, sereinement. Et je la remercie beaucoup, du coup, de l'avoir fait. Je préfère faire une réponse vidéo parce que le sujet est délicat, qu'il est complexe et que le format commentaire de YouTube n'est pas forcément adapté pour discuter de ça. Et ensuite, c'est aussi pour moi le prétexte pour me positionner officiellement sur ce sujet. Et je vous avoue que je ne reviendrai pas avant un moment sur ce sujet-là. Mais au moins, ça me permet de clarifier les choses. Et avant de commencer, je répète ce que j'ai déjà dit dans une autre vidéo, je n'évalue pas, jamais, un humain en fonction de son sexe, en fonction de son genre, en fonction de son orientation sexuelle, en fonction de sa couleur de peau. Moi, ce qui m'intéresse, ce sont ses valeurs, son cœur, c'est sa tête, savoir si sa capacité de raisonnement et sa culture, et ses actes, surtout les actes. Voilà. Donc, je veux cette chaîne comme étant une chaîne assez nuancée. J'ai des positions qui sont les miennes, mais je suis capable de les argumenter. Et ma chaîne, je ne la dédie pas à du prosélytisme. Ce n'est absolument pas mon but. Je n'essaye pas de convaincre des gens. Je donne juste mon point de vue et j'explique pourquoi je pense ce que je pense. C'est tout. Donc, je vais lire le commentaire, je vais le commenter un petit peu, mais surtout j'y reviendrai après parce que je ne peux pas le faire de manière chronologique, pardon. C'est un peu trop complexe, un peu trop imbriqué. Bonjour Undead Kitty. D'abord, pour mettre les choses au clair, je suis contre le cancel envers J.K. Rowling ou qui que ce soit. Je trouve cette mesure non seulement inefficace et dangereuse. Si on peut trouver un point positif à cette bêtise, ce serait d'avoir fait découvrir le jeu à des personnes comme vous. Merci, on est tout à fait en phase là-dessus. Pour me présenter, je suis une femme trans et quelques points de votre discours me dérangent. Le premier est que l'on ne change pas de sexe, mais de genre. Je suis d'accord, je ne fais pas la confusion entre les deux. J'ai réécouté ma vidéo. Et effectivement, je dois faire mon mea culpa là-dessus. Mon discours laisse entendre que est ambigu et laisse entendre que je ne fais pas la différence. Tout à fait. C'est ma faute. J'aurais dû être plus rigoureux sur les termes. Je me corrigerai par la suite. À ce jour, on n'est pas encore capable de reproduire des organes sexuels viables, surtout concernant la reproduction. Je tiens à préciser que la transition n'est pas un choix dans la très grande partie des gens. C'est dur ce matin. En effet, de nombreuses personnes trans souffrent de dysphorie de genre, c'est mon cas, et la seule façon viable à ce jour pour nous de permettre de vivre sans souffrance est la transition. Lorsque ce n'est pas le cas, les transitions sont uniquement sociales ou faites de façon qu'on pourrait considérer comme grise, c'est-à-dire sans suivi et dans des pays peu regardants. Alors je suis entièrement d'accord avec ça aussi, dans le sens où le vocabulaire utilisé pour décrire ça est un vocabulaire médical et que la dysphorie de genre est reconnue comme une maladie. Et je pense que c'est quelque chose de bien. Parce que déjà, ce n'est pas honteux, il n'y a aucun problème avec ça, et que quand on est malade, le but, c'est de se soigner. Et que si c'est reconnu comme une maladie, ça permet à notre sécurité sociale et notre système de santé de le prendre en charge. Ce qui est le rôle de notre système de santé. Donc, je trouve ça très bien. Maintenant, si le traitement à ce genre de mal-être, c'est la transition, c'est un traitement qui est adapté, si les médecins le déterminent. Moi, je n'ai rien contre. D'ailleurs, je n'ai rien à dire là-dessus. Quand quelqu'un est malade, le but, c'est qu'il aille mieux. Que ce soit un problème mental ou que ce soit un problème physique, le but, c'est qu'il aille mieux. Et c'est très bien que ce soit encadré. Et je vous rejoins aussi là-dessus.
que sur les pays qui sont peu regardants, il y a beaucoup de débats que nous avons en France qui en fait ne nous concernent pas. Notre cadre légal en France ne permet pas une transition facile, et je trouve que c'est bien. Et il permet, par contre, de prendre en charge effectivement les gens qui en ont besoin. Et c'est très important, ça. Il est important de respecter le genre des personnes trans, car mégenrer ces derniers est souvent source de souffrance. Il est tout à fait possible que vous ayez été en contact avec des personnes trans sans que vous le remarquiez. Je tiens également à souligner que les différences ne sont absolument pas un problème, sauf quelques hurluberlus, aucune femme trans vous dira qu'elles sont biologiquement identiques aux femmes. Merci. Et je suis tout à fait d'accord avec ça. Alors, il y a de fortes chances que j'ai croisé effectivement des trans sans le savoir. Si je les ai mégenrés, en tout cas, ils ne me l'ont pas dit. De par mon métier, je croise énormément de gens. En travaillant dans le spectacle, j'ai beaucoup plus de chances de tomber effectivement sur des transgenres. Maintenant, dans ma vie quotidienne, moi qui vis dans une région très peu peuplée, on est 15-20 habitants au kilomètre carré, là où je vis, je vous avoue que s'il y en a peut-être un. Mais on ne l'a pas trouvé, enfin moi je ne l'ai jamais rencontré. Donc, c'est possible. Maintenant, par rapport à mégenrer, je comprends que ça puisse être une source de souffrance pour les personnes pour qui c'est sensible. Ça ne se voit pas à ma tête, mais j'ai eu plus de 20 ans les cheveux jusqu'en bas du dos. J'ai été mégenré pendant 20 ans, et quand j'étais jeune, croyez-moi, c'était souvent fait en essayant de m'insulter. Moi, ça m'a jamais de problème qu'on m'appelle madame ou mademoiselle, parce que pour moi, c'est pas une insulte. Voilà. Ensuite, justement, j'aime beaucoup la façon dont vous vous exprimez sur femmes trans et femmes. Et pour moi, le nœud du problème qu'on a par rapport à ça, c'est souvent un problème de vocabulaire. Je vais prendre l'exemple du mariage pour tous. Je ne sais plus si dans la loi il est appelé mariage, je n'ai pas vérifié, mais en fait, quand la loi a été proposée à l'époque, les communautés conservatrices se sont levées comme un seul homme, mais parce que le mot n'était pas adapté. On aurait pu l'appeler union ou autre. Alors, je répète, je ne me souviens plus si c'est le mot qui a été utilisé dans la loi, en tout cas, c'est le mot qui a été porté par les politiques et les médias à ce moment-là. Et le mariage étant sacralisé pour les religieux, ils se sont levés, et quelque part, j'ai compris pourquoi. Ça ne me choque pas qu'ils fassent ça. Maintenant, on aurait dû appeler peut-être cette loi-là union. Et moi, j'ai absolument aucun problème avec l'union des homosexuels. Et j'ai même aucun problème avec l'adoption dans ce cadre-là. Pour moi, le problème n'est pas une orientation sexuelle. Encore une fois, c'est un cadre. Et j'ai suffisamment d'amis, en fait, dans ce milieu-là, qui sont des gens adorables et qui sont bien plus capables d'élever un enfant que certains couples hétéros que j'ai rencontrés aussi. Bref, c'était la parenthèse. Donc pour moi, il y a un vrai problème de vocabulaire. Et du coup, dans mon discours, quand je parle de femmes ou de hommes, je parle bien de femmes et d'hommes qui ont un genre qui correspond à leur sexe. Les cis, en fait. Et je n'ai pas besoin de préciser que c'est une femme cis, puisque c'est la très très grosse majorité de la population qui est comme ça. Par contre, on peut préciser, femme trans, homme trans, moi ça ne me pose aucun problème. Comme vous le dites, la différence, il faut qu'on soit différent et accepter les différences, et je suis totalement favorable à ça. Et après, on peut même avoir d'autres catégories pour tout le reste. Je vais continuer donc la lecture. Regardons le premier tweet que vous mentionnez de J.K. Rowling. Le terme qu'elle critique est « personne qui menstrue ». Dire que cela ne désigne que les femmes est problématique, car des hommes trans et des personnes non-binaires sont pourvus d'un utérus et sont en mesure d'avoir des menstruations. C'est pour ça, oui. Enfin, c'est quand même un peu dégradant, quoi. Enfin, c'est réducteur comme terme. Encore une fois, là, on est en train de discuter de vocabulaire. Hein. Le terme critiqué ne cherche pas à définir les femmes, mais à définir un groupe plus grand, avec comme point commun la capacité d'avoir des règles. Son tweet est jugé transphobe, car elle ne prend pas en considération les hommes trans et les non-binaires. Certes, mais je trouve que le terme est quand même mal à propos. Résumer ces personnes-là et s'adresser à elles en fonction de savoir s'ils ont des règles, s'ils menstruent ou non, je trouve quand même pas ça top, quoi. Même si on inclut les hommes trans ou les non-binaires,
utilisons un autre vocabulaire, je pense. Donc, encore une fois, le terme de femme, si on garde par définition qu'une femme, c'est une femme biologique avec un genre femme, on peut utiliser le reste. Et ensuite, dans notre discours, dans notre langage quotidien, on ne peut pas parler en permanence en inclusif. Ça devient invivable. Il y a de l'inclusivité qui est sous-entendue. Voilà. Je reviendrai après sur pourquoi J.K. Rowling aussi s'est insurgé plusieurs fois. Concernant son dernier tweet, là aussi il y a un problème. En effet, mettre dans une prison une femme, un individu jugé pour viol sur des femmes est problématique. Mais la raison de ce problème est la raison de sa condamnation et non de son identité de genre. Ce serait tout autant problématique si cette dernière était une femme cis. Elle implique une exclusion des femmes cis des prisons, ce qui est faux et ridicule. De plus, il s'agit d'un biais de généralisation et de diabolisation. Son message implique qu'une très grande majorité des femmes trans sont des agresseurs potentiels, ce qui est faux. C'est vrai, c'est faux. Si on prend les études concernant les accès aux sanitaires et vestiaires pour les personnes trans, on ne trouve pas d'augmentation des agressions. Tout simplement car les agresseurs et les pervers n'ont pas besoin de s'identifier de gens opposés pour s'introduire illégalement. Ce serait injuste de refuser l'accès des prisons pour femmes aux femmes trans à cause de quelques individus. Il faut noter que les conditions de vie des femmes trans dans les prisons pour hommes sont désastreuses. Agressions, agressions sexuelles, viols, la liste des sévices qu'elles subissent est longue. Certaines sont même utilisées pour calmer des détenus problématiques. Bref, c'est l'enfer. Oui, mais dans ce cas-là particulièrement, nous avons surtout un problème qui a trait au milieu carcéral. Je suis d'accord que les transgenres ne sont pas, au niveau statistique en tout cas, les plus grands agresseurs. Ça, je suis tout à fait d'accord. C'est pour ça que moi, je sépare toujours l'échelle de l'individu et l'échelle sociétale. On ne peut pas réfléchir de la même manière quand on parle d'un individu et quand on parle d'un phénomène de société. Je vais finir de lire et je vais revenir ensuite sur la chose. Je suis consciente que permettre à tout individu s'identifiant comme une femme d'être accepté dans des endroits spécifiques aux femmes n'est pas concevable. Mais il faudrait permettre l'accès aux femmes trans qui ont fait une transition médicale complète ou partielle, le changement administratif et qu'il n'y ait pas d'historique de violence ou d'agression sexuelle chez autrui. J.K. Rowling a aussi fait beaucoup de tweets et d'essais qui sont problématiques sur la thématique des personnes trans. C'est un sujet qui est malheureusement très mal connu, où les fake news sont légion, là on est d'accord, dans les deux sens. Le monde n'est pas noir ou blanc, tout à fait. Je suis sûr qu'en travaillant ensemble, on peut trouver des points d'entente pour le bien-être de tous. J'espère avoir été clair et vous souhaite de bien profiter du jeu. Merci. Alors, merci, on est sur les deux dernières lignes, on est totalement d'accord. Je le répète, le but de ma chaîne, c'est d'essayer d'apporter de la nuance dans les choses. Beaucoup de discussions sont polarisées. Et on ne peut pas discuter de sujets complexes en ayant des positions polarisées. Et je pense que justement, c'est en discutant et en travaillant ensemble, même si on n'est pas d'accord, qu'on arrive à vivre ensemble et à vivre ensemble sereinement. Alors je vais revenir un petit peu sur le milieu carcéral. Alors, là, je vais faire mon mea culpa. Je ne suis qu'un homme. Je ne suis qu'un homme, je ne suis pas parfait. Et j'ai beaucoup de mal à être empathique envers des criminels. Alors, je ne parle pas des délits. Hein. Il y a des gens en prison qui ne sont pas des criminels. Ce sont des gens qui ont commis des délits. Mais concernant les criminels, j'ai beaucoup de mal à être empathique envers eux. Ça ne veut pas dire que je cautionne les agressions et tout ce qui s'ensuit. Hein. On n'est pas les États-Unis avec Guantanamo. Donc, il n'est pas normal que des prisonniers, quels qu'ils soient, et quel que soit leur crime, soient torturés ou voilà. Maintenant, c'est l'enfer, c'est la prison. C'est pas fait pour être un endroit paradisiaque. Donc, je pense que ces problèmes-là d'agression, peut-être, sont amplifiés pour les femmes trans, mais je pense que c'est un problème qui n'est pas que lié à elles. Et que là, on a un problème de fonctionnement. Ensuite, une prison, c'est un endroit qui est cloisonné, par définition. Et que enfermer
effectivement des criminels avec leur proie, c'est une mauvaise idée. Je pense que dans les prisons, ça n'est pas fait, et que là, on est sur une discussion qui est politique, simplement. Et que, de toute façon, c'est déjà le cas. Donc, les prisons sont cloisonnées. On ne va pas mettre des pédophiles avec tout le monde. Il faut voir, sinon ils ramassent. Hein. Alors, certains pourraient dire que c'est normal qu'ils ramassent à ce point, mais là encore, nous sommes une civilisation dite civilisée. On va éviter le barbarisme. Donc, il y a moyen, effectivement, de cloisonner, de mettre ces gens à part. Et l'appellation prison pour femmes, prison pour hommes, le bâtiment, ce n'est pas forcément des bâtiments séparés. Ce sont simplement des zones qui sont séparées. Ça peut être le cas. Donc là encore, je pense qu'on est dans une discussion qui est plutôt sociétale et qui est moins à l'échelle de l'individu. Et que, effectivement, les femmes trans ne sont pas forcément des agresseuses potentielles. Déjà, et là je vais m'élever à un niveau sociétal, par rapport au nombre, simplement. Donc, je prends les voilà. Je prends les données officielles sur viepublique.fr, je mettrai tous les liens en description comme d'habitude, qui estiment qu'officiellement, on a entre 20 000 et 60 000 personnes transgenres en France, dont certaines sont engagées dans des parcours de soins qui s'avèrent longs, difficiles et jalonnés d'entraves. Ce qui est bien d'ailleurs, c'est ce qui serait bien, c'est justement qu'on facilite ce trajet-là, pas forcément dans le temps et dans le contrôle qu'il puisse y avoir, puisque changer de sexe, c'est pas se faire un tatouage sur la fesse gauche, c'est quelque chose de lourd, et qui est définitif. Donc c'est bien que ce soit encadré médicalement aussi, par des psychiatres et autres. Mais nous sommes en train de parler quand même d'une population qui représente 0,01% de la population générale. Et je prends le chiffre le plus élevé, 60 000. Même si je le multiplie par 10, on n'arrive que à 0,1% de la population. Et là maintenant, je suis à l'échelle sociétale et non pas à l'échelle des individus. Si à l'échelle des individus, on est d'accord qu'il faut qu'ils soient absolument respectés, il n'y a aucune raison qu'ils subissent de discrimination et autres, à l'échelle sociétale, on peut quand même discuter de l'impact que peut et que doit avoir une population aussi faible. C'est-à-dire que 0,1% de la population impose des changements de société à travers la langue, par exemple l'écriture inclusive ou ce genre de choses, impose des changements de société qui puissent être majeurs sur le genre, sur le sexe, je ne suis pas convaincu que ce soit judicieux. D'abord parce qu'une société met énormément de temps à changer, et là je pense que, et je m'attaque exclusivement aux extrêmes, gauche ou droite, mais surtout aux extrêmes gauche, pour le coup. Depuis la création de ma chaîne, mes tirs sont orientés de ce côté-là, parce que je pense que ce sont ceux qui sont les plus dangereux pour nos causes, à gauche, justement. Tous ceux qui s'indignent pour rien, pour un mot ou autre, sont problématiques pour la cause. Tout simplement parce qu'ils la décrédibilisent à chaque fois. Donc, on a quand même le droit à l'échelle d'une société de discuter de ces évolutions-là, et tous ces gens-là ont oublié que ce sont des discussions récentes. Je vous rappelle que moi, qui ai 49 ans, quand j'étais enfant, je suis né dans un pays où il y avait la peine de mort. C'est Mitterrand, c'est le début du mandat de Mitterrand, en 82, si je me souviens bien, qui a aboli la peine de mort. C'est Chirac, un gars de droite, qui a aboli les lois scélérates, qui a fait en sorte que l'homosexualité ne soit plus un délit en France, y compris comme l'anarchisme d'ailleurs. Et c'était en 1995, ça fait moins de 30 ans que ces lois ont été abolies et qu'il y a eu ce changement-là. Donc, il y a des changements de société, moi j'ai vu la société changer énormément, et qui sont des bons changements. Seulement, il faut quand même lui laisser le temps à cette société de digérer, d'intégrer et de se modifier. Et donc, je reste persuadé que agresser des gens verbalement sur les réseaux sociaux et avoir des positions à la fois moralisatrices et néfastes, et moralisatrices et agressives, ces positions-là sont néfastes pour la cause, et c'est pour ça que je les dénonce. Maintenant, si je reviens à J.K. Rowling, par rapport à son problème de discours, des tweets, son interprétation, je suis convaincu qu'elle a peur, simplement parce qu'elle l'a dit. Elle a peur que
les causes qu'elle défend, qui sont les causes de défense des victimes des femmes, des violences faites aux femmes, soit invisibilisées ou soit affaiblies. Et je la rejoins un peu quand même là-dedans. C'est surtout ça. J.K. Rowling a quand même un passé de femme violentée, de femme battue. Elle insuffle énormément d'argent. Je ne sais pas quelle est la proportion par rapport à sa fortune et je m'en fous, mais elle met énormément d'argent dans des associations de défense de l'enfance, de défense des femmes. Et ça, c'est vachement bien. On ne peut pas lui retirer ça. Donc, effectivement, lui faire un procès simplement parce qu'elle a eu des paroles ou qu'elle ait une position qui puisse être discutable sur les transgenres, on ne peut pas non plus, ce n'est pas le grand Satan, comme je l'ai dit, et on ne peut pas lui enlever ce qu'elle fait concrètement pour la société et pour aider des gens. Ce sont ses actes qui parlent, encore une fois. Donc, moi je pense que sa position, c'est une position de crainte, qu'elle le dénonce et qu'elle n'est pas trop favorable à ce genre de choses, simplement parce qu'elle a peur que ça affaiblisse sa position, qu'elle a peur que ça augmente le danger potentiel, parce que si effectivement il n'y a aucune statistique qui nous montre que les femmes trans puissent être des agresseurs et que ça fasse augmenter le taux d'agression, on a quand même énormément de prédateurs en proportion dans notre population. Je prends encore des chiffres officiels. Si je regarde les chiffres de l'INSEE concernant les agressions, ce sont des agressions des victimes sexuelles subies hors ménage. On en a 200 000 en 7 ans. Là, il y a tout hein, dans ces stats-là. 200 000. Ça veut dire qu'on a quand même 200 000 agresseurs potentiels ou avérés, et plus, dans notre société. Ce qui est quand même pas loin de 3 fois plus, voire 4 fois plus que le nombre de trans. Si je prends les chiffres des violences sexuelles faites aux femmes en 2019, on est quand même à 94 000 femmes sur l'année. Je suis d'accord, et c'est nuancé ici, que la moitié de ces agressions sont faites par des conjoints, et la très grande majorité de ces cas sont faits par des proches. Donc je suis d'accord avec vous que ce n'est pas forcément en limitant l'accès aux zones sécurisées des femmes qu'on va faire modifier ce chiffre-là. Mais il n'empêche que symboliquement, ça ouvre la porte à ce genre d'agression, dans le cas où on permet l'accès trop facile à ces zones-là. Et c'est pour ça que je suis d'accord avec J.K. Rowling, parce que ces zones-là sont des sanctuaires pour les femmes et doivent le rester. Sur le plan symbolique, parce que physiquement, on est bien d'accord qu'ouvrir une porte, c'est pas une sécurité. Mais il n'empêche que c'est une position qui est symbolique. Et ensuite, il suffirait qu'il y ait 2 ou 3 prédateurs qui profitent d'un changement de genre facile dans un état quelconque et qui commettent ce genre d'acte en ayant eu accès à, par exemple, un vestiaire de piscine ou de gymnase, et par exemple, qui violent une gamine. Et vous allez voir que justement, tous ceux qui sont opposés aux droits des trans vont s'en servir et vont en faire leur chou gras. Et la population générale, il suffira de pas beaucoup d'exemples pour qu'elle s'indigne. Donc je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée, encore une fois, de donner un accès trop facile à ce genre de lieu. Et que c'est bien que les femmes aient des sanctuaires. On est très loin d'avoir réglé les problèmes d'égalité homme-femme, même si légalement, l'égalité dans notre pays, elle est actée depuis longtemps maintenant. Et merci aux femmes politiques qui se sont battues, et au soutien qu'elles ont eu, qui se sont battues pour avoir ces égalités-là. On est quand même loin socialement que ce soit le cas. Donc, encore une fois, je pense que s'indigner pour rien, c'est néfaste, et que avoir des lois qui sont trop permissives et qui facilitent, même si c'est un tout petit peu, l'accès à la violence envers les femmes, c'est une mauvaise idée. Et je vous rejoins, et j'espère que les 3 points que vous avez cités sont des « et pas des « ou », mais qui est une transition médicale complète ou partielle, qui est le changement administratif, là on peut en discuter, et qui n'est pas d'historique de violence, là aussi, c'est plus délicat. L'historique de violence, c'est compliqué de le vérifier, ne serait-ce que par rapport aux libertés et aux données personnelles. Donc,
pour le quotidien, je dirais, pour avoir accès à des zones sécurisées, des zones exclusives pour les femmes, ce point-là, il est trop délicat. On ne peut pas le mettre en public. Voilà. Le changement administratif dans notre pays, pourquoi pas, puisque le changement n'est pas facile. Donc, à partir du moment où il n'est pas facile et qu'il acte réellement une transition, moi, j'ai pas de problème avec ça. Quant à la transition médicale et complète, c'est là où je veux en venir. C'est-à-dire que je suis désolé pour la poignée de femmes trans qui n'ont pas fait la transition physique, mais si vous avez un pénis, vous n'avez rien à faire avec des petites filles. Et là-dessus, je serai intraitable. Que vous soyez la meilleure personne du monde ne change rien. Vous n'avez rien à faire dans ce cadre-là. Vous avez un pénis, vous n'avez rien à faire dans des zones spécialisées. Je suis désolé. Encore une fois, vous n'êtes pas suffisamment nombreuses pour pouvoir imposer un changement au plus grand nombre d'une société, et ne serait-ce que pour tous les points que j'ai précisés avant, en fait. Maintenant, sur les cartes d'identité, c'est pas le genre qui est indiqué, c'est le sexe. Ça a toujours été précisé comme ça. Et moi, je suis favorable, pourquoi pas, à ce que l'on crée des catégories supplémentaires. On pourrait avoir, si on prend le genre sur la carte d'identité, du coup, on pourrait avoir homme, femme trans, homme trans et autres, pour les non-binaires et tout ce qui reste. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Donc voilà ma position. J'espère qu'elle a été claire, j'espère qu'elle a été assez argumentée. Je pense que les choses depuis maintenant, on va dire plus d'une trentaine d'années que je suis en capacité de comprendre, de regarder un peu la politique et la société, j'ai vu des choses évoluer dans le bon sens. Mon discours, je m'attaque quasiment systématiquement aux extrêmes, et actuellement à l'extrême gauche, parce que je pense que ce sont eux qui sont les plus dangereux pour notre cause. Là, ne vous inquiétez pas, Alex, ça arrivera, l'autre côté de la rivière, elle va arriver bientôt, aussi, je ferai des vidéos là-dessus. Comme je l'ai dit, je ne me fie pas au discours, je me fie aux actes, et donc je l'applique à moi-même. Voilà. Je remercie Undead Kitty pour ce commentaire qui m'a permis de cette vidéo, que j'ai trouvé vraiment très intéressant, qui m'a permis aussi de clarifier ma position. C'est la mienne. J'espère que j'ai été moi aussi très clair. Je reprendrai une phrase des frères Poulain, soyez bienveillants les uns envers les autres, et puis je vous dis à une prochaine fois pour un autre sujet.